Un jour, deux Anglaises qui passaient par là ont été très choquées de voir Oscar Wilde avec de si beaux attributs. Elles se sont emparées d'une pierre en bordure de l'allée et elles lui ont fracassé les coloquins. Nous sommes ici d'abord dans le plus vaste square parisien qui couvre 44 hectares, qui est planté de quelques 12 000 arbres. C'est un terrain bossu, feuillu, avec des pavés arthritiques, avec des chapelles lézardées. Et ce lieu est vraiment un lieu baroque, fantastique, insolite, dans lequel on croise de nombreux promeneurs qui ne sont pas toujours et presque jamais des promeneurs de circonstance, sauf le 1er novembre. Mais c'est quand même intéressant parce que quand on va au cimetière dans ce parc, on se promène tout de même dans les allées de l'histoire. C'est sûr, c'est le bottin mondain du 19e et du 20e. Alors l'histoire est assez curieuse, c'est que ce cimetière s'est ouvert en 1804. C'est le préfet Frochot qui, pour le compte de la ville de Paris, a acheté cette enclave feuillue pour la convertir en nécropole moderne. Et à l'époque, les Parisiens renâclaient à venir se faire inhumer ici. Alors, à titre publicitaire, Frochot a exhumé ce qu'il restait de quelques personnes célèbres, telles Molière, La Fontaine, Héloïse et Abélard. Et ensuite, toute la bourgeoisie du 19e a accouru. Ces célébrités en ont attiré d'autres, qui en ont attiré d'autres. Et maintenant, effectivement, le cimetière du Père-Lachaise, c'est le bottin mondain du 19e et du 20e. Et au fait, qui c'était le Père-Lachaise? Le révérend Père-Lachaise était un père jésuite, c'était le confesseur de Louis XIV et l'homme le plus puissant à l'époque en France, enfin du moins sur le plan religieux, puisque c'était le directeur des affaires ecclésiastiques du pays. Et en dehors de cela, il avait une mission bien particulière, bien occulte et mal connue, qui consistait à essayer, entre guillemets, les belles du roi. Alors ici, nous sommes devant le monument aux morts du cimetière du Père-Lachaise. C'est assez curieux parce que les exhumés à temps complet de tous les cimetières parisiens viennent se donner rendez-vous ici. Alors, chose curieuse, à l'intérieur, il y a des cryptes qui s'étendent jusque sous la grande plateforme et les petits morts exhumés à temps complet du cimetière Montparnasse ne cohabitent pas avec ceux du cimetière Montmartre ou avec ceux du cimetière de Passy. Et cette fresque, qui est tout à fait représentative de l'art 1900, a été réalisée par un sculpteur qui s'appelle Bartholomé. Elle a été réalisée en 1895, très exactement. Mais c'est resté très longtemps couvert parce que ça choquait beaucoup, cette fresque de la nudité, où nous voyons ici, d'un côté, les mécréants qui s'arrachent les cheveux, qui larmoient avant de pénétrer par cette porte, et de l'autre, les croyants, alors qu'en bas, nous avons le lever de la pierre sépulcrale. Je pousse et hop, la pierre pivote. Nous sommes ici dans le cimetière à dominante israélite, dans le cimetière récent à dominante israélite, dans la 96e division. Ah bon, c'est comme la 97e avenue. Enfin, je veux dire, est-ce qu'il y a d'autres cimetières ici? Est-ce qu'on est enfermé dans un cimetière comme par corporation Ah non, mais il y a des dominantes. Par exemple, la musique, ou la peinture, ou la littérature, ou l'armée, ou plutôt l'Empire. Il y a par exemple 2 ou 3 divisions où la dominante, ce sont les maréchaux d'Empire. Davout, Soult, Ney, Lefebvre, toute l'armée napoléonienne s'est donné rendez-vous là. Il n'y a pas de bureau de recensement de la jante féline, mais au cimetière du Père-Lachaise, il y a environ 400 chats qui se partagent le cimetière
en fonction de leurs affinités. Il y a les chats des maréchaux, les chats des musiciens, les chats des littéraires, les chats des spirites. Et pour donner à manger à tous ces petits félins, eh bien, il y a des mamans chatomanes qui, avec des cabas chargés de coquillettes et de viande hachée et de lait et autres victuailles, viennent tous les jours, dans certaines chapelles désaffectées, déposer ce qu'il faut pour la subsistance de leurs petits protégés. Au cimetière du Père-Lachaise, on croise des chevaliers de la volupté qui descendent dans les petites allées à la recherche d'un regard complice, des historiographes qui, du bout de leur canne, délièrent de vieilles sépultures pour y trouver un nom qu'ils n'ont pas dans leur collection. On y trouve également des touristes qui arpentent le Père-Lachaise au pas de charge, appareils photo en bandoulière et qui vont de Balzac à Musset, de Musset à Chopin, de Chopin au mur des Fédérés, selon un itinéraire balisé, n'est-ce pas, par le Touring Club. Tu montres jamais à brandir à leur race. Vous qui voyez, Seigneur, leur âme jusqu'au fond, ne leur pardonnez pas. Ils savent ce qu'ils font. Le cygne chasse l'onde de ses larges palmes et glisse. Le duvet de ses flancs est pareil à des neiges d'avril qui croulent au soleil. Eh bien, c'est celui des prud'hommes. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. L'amour s'en va comme cette eau courante, l'amour s'en va comme la vie est lente, et comme l'espérance est violente. Ça, disons que c'est la vie qui va même dans un cimetière. Et puis il y a d'autres personnes où il y a d'autres échanges qui se font. Ah oui, oui, c'est vrai, il y a d'autres échanges. Il y a notamment les échanges de sépultures pour les collectionneurs. Car au cimetière de Père-Lachaise... Non, j'entends bien. Oui, des échanges de sépultures. Car comme les enfants, les Père-Lachaisiens de Haute-Futaie s'échangent des sépultures. Moi, par exemple, j'ai recueilli l'adresse de Madame Aimée de Coigny, l'égérie d'André Chénier, la jeune captive, en la troquant contre l'emplacement du père de Balzac. C'est comme quand on joue au timbre, alors c'est ça, on s'échange, oui. C'est même assez étonnant, non? Oui. Oui, mais ce qu'il y a, la différence avec les timbres, c'est qu'on ne les a pas en double. Le sergent Hoff était une sentinelle d'élite qui s'est manifestée brillamment lors de la guerre de 1870. Il fut blessé et pour le récompenser, on lui a donné la garde de l'Arc de Triomphe. Alors, le sergent Hoff est représenté ici par Bartholdi. Bartholdi qui a réalisé notamment la Statue de la Liberté et le Lion de Belfort. C'est la seule sculpture de Bartholdi qu'il y a au cimetière du Père-Lachaise. J'ai 2500 sépultures de gens célèbres dans le cimetière du Père-Lachaise. Mais si j'en avais 2501, n'est-ce pas, ça serait encore plus formidable. Enfin, c'est comme un échiquier, finalement. Il y a des rois, il y a des fous. Mais puis il y a des cavaliers. Et il y a des cavaliers. Oui. Au cimetière du Père-Lachaise, il y a de très nombreux écrivains. Colette, Proust, Molière, La Fontaine. Et puis il y en a d'autres qui sont un peu plus occultes. Par exemple, Auguste Maquet. Alors c'est très curieux, la sépulture d'Auguste Maquet. On voit ici les œuvres d'Alexandre Dumas. Pourquoi? Parce que Maquet était le nègre de son bien-aimé maître Carteron lui-même. Mais Dumas avait du talent et Maquet, lui, était là pour le gros œuvre. Mais je ne pense pas que Maquet ait eu une quelque étincelle. Sans cela, ça se serait su. Mais c'est certainement une vengeance de la famille. Oscar Wilde repose ici. Sa sépulture figure un sphinx ailé, avec à l'origine des attributs virils, mais on a fait subir à ce pauvre Oscar le même sort qu'à Abélard.
Un jour, 2 Anglaises qui passaient par là ont été très choquées de voir Oscar Wilde avec de si beaux attributs. Elles se sont emparées d'une pierre en bordure de l'allée et elles lui ont fracassé les coloquintes. Les gardes ont ramassé les précieux morceaux, les ont portés à la conservation et le conservateur a utilisé les coloquintes d'Oscar comme presse-papier pendant des années. Paris, à nous deux maintenant. Alors c'est sûr, hein, c'est là qu'il l'a dit. Oui, c'est là que Balzac fait dire à Rastignac « Paris, à nous deux maintenant ». Et puisque nous sommes ici, on peut peut-être directement parler de la paranoïa funéraire, parce que dans le cimetière du Père-Lachaise, il y a de gigantesques monuments qui n'ont strictement rien à voir avec les mérites ou la célébrité des personnes qui reposent Vous dessous. faites allusion à... Oui, je fais allusion notamment à Thiers, car cette gigantesque pâtisserie est ni plus ni moins que la sépulture de monsieur Adolphe Thiers. La première réflexion dans un cimetière et plus particulièrement dans ce columbarium, c'est de voir ces noms et ces dates. C'est dire si nous sommes peu de choses. Nous ne sommes pas grand-chose, mais peut-être sommes-nous quelqu'un, et c'est ce qui compte dans le fond. Tristesse, tristesse de Chopin. Je ne sais pas si Madame Aurore Dupin a posé pour cette tombe qui est tout à fait dans l'esprit de Chopin, hein, Michel. Oui, tout à fait, mais le cœur de Chopin repose dans l'un des piliers de l'église Sainte-Croix de Varsovie. Ah oui, c'est vrai. Et nombre de Polonais qui passent ici et qui illustrent la petite muse en marbre blanc, qui a été réalisée par Clessinger, le gendre de George Sand. Nombre de Polonais qui passent ici revendiquent Chopin à part entière et fracturent très souvent des doigts de la main ou des doigts de pied qui sont restaurés par les beaux-arts et chaque fois les pieds et les mains se trouvent veufs de leurs doigts. You cannot petition the Lord with prayer! Nous sommes ici sur la tombe de Jim Morrison. C'est l'une des sépultures les plus émouvantes du cimetière du Père-Lachaise. Jim Morrison, je le rappelle, était le chanteur des Doors. Il a déserté la planète très jeune à Paris. Il est venu reposer ici, non loin du carré des Maréchaux, ce qui est singulier, ce qui est paradoxal d'ailleurs. Et sa sépulture est un lieu de culte tout à fait extraordinaire, comme en témoignent les graffitis qui inondent les sépultures alentours et les poèmes écrits dans toutes les langues qui recouvrent sa sépulture. I'd heard the grave of Jim Morrison was a pretty amazing place. I think it is. Are you fan of Jim Morrison? I like his music, yeah, very much. Yeah, his poetry is really good. Tous les graffitis sur les chapelles funéraires qui cernent la tombe de Jim Morrison témoignent de l'importance de ce lieu de culte. Et tous les ex-voto pris ici et là, au hasard, sur les sépultures alentours, montrent que là, nous avons affaire à un phénomène sociologique et cultuel de première importance. Il y a d'autres carrefours cultuels au cimetière du Père-Lachaise, mais celui-ci, c'en est un majuscule. Allan Kardec est un lieu de culte tout à fait prioritaire dans les lieux cultuels père-lachésiens. Allan Kardec est la sépulture la plus fleurie de ce cimetière. Quelle que soit la saison, nombre de personnes viennent ici pour demander que certains vœux soient exaucés. Qui était Allan Kardec? C'était le père du spiritisme, de son nom patronymique Hippolyte Denisard Rivaille, qui était répétiteur en sciences, qui était un pédagogue, qui était lyonnais et pas du tout breton, et qui un jour est entré en communication avec un esprit qui s'appelait Zéphyr,
Et Zéphyr lui a dit, dans une vie antérieure, nous étions druides et nous parcourions la Bretagne et tu t'appelais Allan Kardec. Il a donc endossé l'identité d'Allan Kardec et il s'est lancé à corps perdu dans la recherche des esprits, de la communication avec les esprits. Alors je dois dire qu'Allan Kardec est un généraliste, c'est-à-dire que on vient le consulter pour de multiples raisons, mais au cimetière du Père-Lachaise, il y a des spirites qui ont des spécialités et que l'on vient consulter si l'on a mal au foie, si on a des problèmes avec les yeux, avec les pieds, avec les mains, avec les poumons. Mais lui, c'est un généraliste. Au registre de l'insolite et du fantastique, au cimetière du Père-Lachaise, il ne faut pas oublier les arbres dévoreurs de sépultures. Et ici, nous avons affaire à l'un de ces arbres très connus qui a absorbé non seulement une sépulture, mais la légende dit que cet arbre, par sa sève, charrie vers les cimes, vers les branches faîtières, les ossements des trépassés. Et de temps en temps, des personnes qui sont ici en promenade lèvent la tête et ont l'impression de voir surgir des branches faîtières, des crânes, des tibias, mais la légende de cet arbre ne s'arrête pas là, puisque des générations et des générations d'amoureux sont passés par ici et ont gravé des cœurs, ont gravé des inscriptions de différentes natures, et cet arbre a aussi la légende de restituer les épitaphes.